sujets qui ont marqué la semaine et on parle justement de ces élections régionales qui se sont tenues le 6 décembre 2020, jour pour jour. Que retenir finalement de cette élection régionale alors que près de 24 000 électeurs étaient engagés dans près de 272 postes. Aujourd'hui, on parle d'une victoire écrasante du Rassemblement démocratique du peuple camerounais contre justement la réaction des partis d'opposition engagés aussi dans ces élections régionales, les toutes premières inédites aussi, qui vont parachever le processus de décentralisation au Cameroun, on en reparle. Et d'ailleurs, le professeur Maurice Kamto, après sa libération, a donné son point de vue, son avis sur ces élections, cette élection régionale qui s'est tenue sur l'ensemble du triangle national, mais surtout a profité de cette déclaration et cette libération, la toute première depuis le 22 septembre, concernant la situation politique au Cameroun, pour parler de la libération des militants du MRC engagés ou emprisonnés dans les différents centres pénitentiaires. On en reparle dans cette émission. Et comme je le disais, je vais tout de suite vous présenter le premier invité. C'est le représentant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, François Yenga. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Politiquement Incorrect. Bonjour Priscille, bonjour à mes copanélistes, bonjour aux milliers de téléspectateurs de cette immense chaîne. Merci, c'est moi qui vous remercie de me faire inviter une fois de plus aujourd'hui. C'est un plaisir d'être en votre compagnie. Avec vous, avant de prendre la première articulation de cette émission qui consiste à revenir sur les grandes unes, les unes qui ont marqué la rédaction centrale des NTN Télévision, je voudrais parler quand même d'un sujet qui a fait la une cette semaine. Il s'agit de la réaction de l'ancien Lion d'Onta, Bachir Webo, qui lors d'un match comptant pour la Ligue Europa, a été traité de négro. On parle encore des actes racistes qui a créé une vague réaction des leaders, des hommes politiques, notamment le président Tuc, qui est revenu parler de fair play, mais surtout d'unité au sein du football. Qu'est-ce que ça vous a fait ressentir de savoir qu'en 2020, les Noirs que le racisme, on va le dire tout simplement, est encore mis en avant, mis en exergue, même dans le milieu sportif? Oui, je n'ai pas généralisé le cas. Puisque quel qu'en soit le remède qu'on puisse utiliser, le mal ne peut pas finir totalement. C'est tout simplement touchant lorsque certaines personnes réagissent encore de la sorte, lorsque nous savons que la FIFA, cette immense institution, fait tout et pour tout pour que le racisme ne sévit pas au milieu du football. Donc nous n'avons pas généralisé le fait, puisqu'il y a toujours des gens qui ne veulent pas comprendre. Et nous avons tout simplement eu mal. Et je pense que ça va changer. Je pense qu'avec cette sanction, avec le fait que les deux clubs soient sortis, ça va servir de leçon. Ça va servir de leçon à d'autres personnes afin que cela cesse. Alors avec vous, on va prendre la première articulation qui est justement la revue des grandes unes de la semaine et les journaux qui ont marqué la rédaction centrale des LTM, je le disais déjà. Et on prend le quotidien Mutation qui s'intéresse aux régions du nord et sud-ouest Cameroun avec l'école sans enseignants. Et le journal nous fait savoir que près de 1000 professeurs sont convoqués au ministère des enseignements secondaires pour abandon de poste. Et on a vu la réaction de plusieurs enseignants, mais surtout des enseignants qui décident de ne pas y aller à cause de la situation, cette crise sociopolitique. Plus de 1000. Est-ce qu'on a parlé aussi dans le communiqué qui a été rendu public par le MINSEC, Nalova Yonga, des sanctions administratives contre ces enseignants? Est-ce qu'au-delà de tout ça, il y a des mesures qui ont été prises pour sécuriser les enseignants qui vont dans cette zone-là pour donner l'éducation alors qu'on sait que c'est une zone qui est en guerre? Vous savez, chaque métier a un risque. Chaque métier a un risque et lorsque cela arrive au nord-ouest et au sud-ouest, tous les Camerounais doivent s'impliquer. C'est pour cela que le RDPC est dans une bataille sans fin pour arrêter ce désastre qui arrive au nord-ouest et au sud-ouest. Je ne vais pas vous le dire ici. Vous savez bien que le gouvernement de la République a tout fait pour sécuriser la zone. Et jusqu'aujourd'hui, le président de la République, la sécurité, on ne peut pas mettre un policier derrière chaque enseignant. Mais le travail est en train d'être fait. Ce que nous voulons dire, puisque je ne vais pas aller tirer du coq à l'âne, je ne vais pas aller jeter l'opprobre ou bien sanctionner une personne. Ce que je voudrais dire, c'est que nous sommes tous des Camerounais et lorsque vous êtes affecté à un poste de responsabilité, il faut tout faire, puisque lorsque nous demandons les emplois, nous écrivons « j'ai l'honneur ». J'ai l'honneur de. Ça veut dire on voit quand même des enseignants qui sont tués, notamment le cas récent, l'enseignant qui a été tué à Bamenda, dans la région du nord-ouest Cameroun, parce qu'il a décidé d'y aller.
on va pas quand même, on parle de préservation de vies humaines. Est-ce qu'il y a des dispositions qui ont été prises quand le MINSEC exige sur un ton menaçant des sanctions administratives et des enseignants par la suite qui vous disent qu'ils ne sont pas en sécurité? D'ailleurs, le cas le plus palpant, cet enseignant qui était affecté au Nord-Ouest, qui a décidé de ne pas y aller en disant qu'il va désormais faire valoir ses droits à la retraite. C'est quand même alarmant et c'est inquiétant. Oui, c'est inquiétant et c'est pour ça, je vous dis, c'est pour ça que nous vous disons, vous d'abord les journalistes, il faut arrêter ces partis politiques qui veulent mettre en mal le travail que le président de la République abat, à savoir arrêter cette guerre. Les partis politiques, certains ont pris pour tremplin cette guerre-là, pour faire de ça un programme politique. Et c'est ça, on ne peut pas faire la sécurité comme vous voulez. La seule sécurité dans le Nord-Ouest, c'est que la guerre s'arrête. Il faut que cette guerre s'arrête. Et commençant par vous, les hommes des médias, n'invitez pas n'importe qui sur les plateaux pour venir activer cette guerre une fois de plus. Vous me demandez si on a mis la sécurité. Le président de la République n'est en train de ménager aucun effort pour que la sécurité soit faite. Et lorsque nous ménageons ces efforts, ce que d'autres partis politiques font, c'est d'aller en Europe, cotiser de l'argent pour s'acheter des Kalachnikov et envoyer dans les zones anglophones. C'est à ces gens-là que vous devez demander les comptes. Vous devez demander les comptes au MRC. Vous devez leur demander les comptes. Vous avez vu les militants du MRC. Elles étaient nombreuses. Elles sont allées cotiser de l'argent. C'est eux qui attisent cette guerre. Quel qu'en soit, vous voulez que je les cite? Non. Vous voulez que je les cite? Voilà. Je voudrais vous dire, ce n'est qu'un secret de polichinelle. Ce n'est pas les militants du MRC qui gèrent le Cameroun. Vous savez ce qu'il faut. L'État a des représentants. Vous savez ce qu'il faut. On a vu quand même l'opération Bamenda Clean, pour vous recadrer un tout petit peu. On a vu l'opération Bamenda Clean qui n'a pas tout à fait marché. Un mois après, quand on fait le bilan, on se rend compte qu'on enregistre toujours des morts dans la région du Nord-Ouest-Sud-Ouest. C'est pour ça que je vous posais la question. Est-ce qu'il y a des mesures qui ont été mises sur pied? Vous avez cité Bamenda Clean tout à l'heure. Vous avez cité Bamenda Clean tout à l'heure. C'est une mesure. Vous ne pouvez donc pas faire que nous sommes en train de prendre des mesures pendant que d'autres personnes prennent cette guerre pour un tremplin politique, pour un programme politique. Donc selon vous, c'est le MRC qui... Entre autres partis politiques, ce que je voudrais dire pour recadrer les choses, c'est que ces enseignants rejoignent leur poste, que ces enseignants acceptent de faire leur travail comme ils ont décidé. Ils ont décidé d'aider les Camerounais. Ils ont décidé de donner leur vie pour encadrer les Camerounais, donner de la connaissance aux Camerounais. Et maintenant, chaque Camerounais devrait faire ce qu'il y a à faire. Que certains Camerounais cessent de prendre pour programme politique la guerre dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Qu'ils permettent au président Paul Biya de gérer cette crise comme il est en train de gérer cette crise. Je crois que vous voyez quand même par rapport à 2018, 2016 jusqu'à aujourd'hui, je crois que beaucoup est fait et avec la décentralisation effective, je crois que nous allons vers la fin de cette crise. Nous l'espérons. C'est tout le souhait. Alors, je prends le deuxième invité de cette émission. C'est le représentant du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Maître Richard Tamfou. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Politiquement Incorrect. Bonjour Priscille. Je me fais le plaisir de féliciter tous ceux qui sont en train de regarder ce programme. Et aussi, je salue mes copanélistes en passant. Alors, avec vous, nous allons prendre le journal Repère qui dresse le bilan des grandes ambitions, 16 ans après les déclarations du président de la République, évocation des espoirs de développement dessus par un gouvernement obèse, selon le journal, peuplé de personnalités incompétentes, brillant de surcroît par leur inertie. Le journal, en fait, dresse un bilan noir de ces grandes ambitions prônées et dites par le président de la République, 8 décembre 2004, 8 décembre 2020, pour le journal Repère, le bilan noir, rien à redire dessus. Moi, ça ne me surprend pas. Tout à l'heure, vous avez compris le représentant du RDPC tenir des propos, des allégations que seul lui a la maîtrise. Ça démontre l'échec d'un régime depuis 34 ans qui est incapable de te dire ou bien de faire vivre les Camerounais en sécurité. Les projets sont annoncés. Nous, on a les résultats. Bon, moi, je dis, vraiment, soyons sérieux dans ce pays. Il faut savoir apprendre à accepter l'échec lorsqu'on sait qu'on est incapable, on a été incapable de pouvoir gérer. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a eu des projets annoncés. Vous connaissez bien les slogans. On quitte des grandes ambitions. Après les grandes ambitions, on vous dit grandes réalisations. Après, on vous dit grands projets. Ou bien maintenant, c'est quoi? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, tout ce que je retiens, c'est que le Cameroun va très mal.
Et tous ces projets qui sont annoncés dans ce journal, ça ne me surprend pas. C'est ça les conséquences d'un régime qui a déjà aussi assez duré longtemps. Un régime qui peine à se retrouver et qui continue toujours à traîner les Camerounais dans un bateau qui est en train de s'effondrer. Maître Richard Tafou, est-ce qu'on peut dire qu'en 16 ans, tout n'a été que noir au Cameroun? On a quand même vu des projets qui ont été réalisés dans le domaine de la santé, l'éducation, le sport, l'organisation du Chan et de la Cannes, il y a la création des barrages, il y a quand même des choses qui sont faites, même si vous estimez que ça n'a pas de tortue. Bon, prenons juste un seul. Aujourd'hui, vous avez ouvert votre robinet d'eau. Moi, je vis alors, comme j'ai ouvert le robinet aujourd'hui, il n'y a pas l'eau. Lorsque vous regardez les routes aujourd'hui, pouvez-vous dire que nous avons les routes au Cameroun? Je dis non. Lorsque vous prenez le secteur de la santé, pouvez-vous dire que nous avons les hôpitaux décents pour un régime qui vit depuis 34 ans? Moi, je dis non. Essayons aussi de voir comment ailleurs ça se passe. Pourquoi est-ce que chez nous, quand c'est noir, on ne veut pas dire que c'est noir, on veut dire c'est blanc? Disons les choses telles qu'elles sont. Est-ce qu'aujourd'hui, un Camerounais peut dire qu'il vit un niveau de vie, c'est un niveau de vie au moins acceptable? Nous savons combien le SMIC aujourd'hui, à 34 000 francs. Dans d'autres pays, quand vous regardez d'autres pays africains, ça n'atteint même pas la moitié de ce qu'ils vivent là-bas. Moi, je dis vraiment, je ne suis pas surpris par tous ces projets qu'on dit toujours. Voyez-vous, on a pris 34 ans, on a pris 24 ans pour pouvoir organiser les élections régionales. Dans un pays, c'est normal. Aujourd'hui, pouvons-nous nous vanter d'une compagnie aérienne? Pouvons-nous nous vanter d'un système de train acceptable? Ça, ce sont des échecs. Apprenons à les dire. Et je suis surpris lorsque on est dans cette posture, au lieu de faire un fair play et accepter que vraiment nous sommes en échec, on essaie de vouloir dire que c'est tel parti politique qui est le responsable. Ce n'est pas le MLC qui est aux affaires, c'est le RDPC. Il faut donc assumer. Si en 34 ans, vous considérez que non, on est incapable, il faut donc penser à pouvoir laisser d'autres partis politiques s'exprimer, au lieu de venir sur un plateau commencer à pointer les doigts accusateurs où ça ne tient pas, pour dire que c'est tel qui achète les armes. Il faudrait rappeler je voudrais juste dire le directeur du MLC a été l'ancien gouvernement pendant 34 ans. Vous n'avez pas la parole. Je voudrais juste vous allez le relancer. C'est lui qui a la parole. Il termine et vous allez le faire. Allez-y, Richard Tafou. Donc je dis, au lieu d'accepter son échec, il dit que nous sommes incapables et que même le mandat que nous avons pris par des moyens frauduleux, nous sommes incapables de gérer. Et au lieu d'accepter cet échec, on veut pointer que c'est le MLC qui nous permet parce que les Camerounais vivent dans la sécurité. Il y a quand même des raisons de le dire. On a vu les raisons de la dernière marche du 22 septembre 2020 où le professeur Moïse Kamto avait demandé le départ du président de la République si la guerre, la crise sociopolitique dans le nord et le sud-ouest ne prenait pas fin. Aucun élément ne prévoyait que cette guerre allait prendre fin d'ici le 22 septembre. Il y a quand même des éléments qui permettent aux militants du RDPC ou à certains Camerounais de penser que le MRC ou d'avoir des idées pareilles que le MRC prend parti dans cette guerre au profit de ces guerres-là pour avoir une opinion politique. Vous voyez, cette guerre qui a commencé aujourd'hui, ça fait 4 ans. De leur côté, ils disent même qu'il n'y a pas de guerre. De leur côté, tout va bien. Donc, je suis surpris qu'aujourd'hui, on puisse dire que de ce côté, les enseignants ne vont pas. Les enseignants ont décidé de ne pas vaquer à les occupations, qu'il y a la paix et tout. Bon, selon eux, il n'y a pas de guerre au nord-ouest ou au sud-ouest. Les Camerounais vivent paisiblement. Mais ce que nous retenons, c'est que on est dans un pays où, dans des certaines régions, les enseignants sont incapables d'aller à l'école. On organise des élections, on voit comment est-ce que, pendant même qu'on organise, on est en train de tuer ceux qui sont allés voter. C'est ça, les Camerounais veulent vivre dans la paix. On est arrivé à un stade au Cameroun où, lorsque tu demandes que tu veux que la guerre cesse quelque part, tu es traduit devant le tribunal militaire. Ou bien tu es mise en résidence suivie. Voilà ce que nous vivons aujourd'hui. Le MLC, pour avoir demandé... Comment vous décrivez cette situation aujourd'hui au Cameroun? C'est un système dictatorial. Un système qui ne permet pas à ses adversaires politiques de s'exprimer. Le fait pour toi de dire telle chose, tu dois être traduit devant, avec les lois du terrorisme, tu es traduit devant un tribunal militaire. Ça ne tient pas. Si nous prenons ou bien nous disons que nous sommes dans
pays démocrate, on doit pouvoir laisser ses adversaires politiques s'exprimer au lieu de les étouffer comme ils font. Voilà, c'est noté. On va prendre le troisième invité de cette émission Politiquement Incorrect. Alors, c'est le représentant du PCN, engagé lors de la dernière élection régionale. Monsieur Ebo, bonjour et bienvenue sur le plateau de Politiquement Incorrect. Merci, bonjour et merci pour l'invitation. Le PCN est toujours heureux à chaque fois de communiquer et de parler à ces milliers de militants de plus en plus nombreux. Voilà. Alors, avec vous, vous l'avez bien remarqué, la première articulation de cette émission, c'est la revue des grandes unes. C'est votre premier avec moi et c'est Politiquement Incorrect. Alors, on prend le quotidien Le Jour qui revient sur les péages routiers avec le projet de 14 péages qui vont être construits au Cameroun, dont la pose de la première pierre a eu lieu il y a quelques jours par le ministre des Travaux publics. Alors, le journal fait état de ce que près de 7 milliards de francs CFA sont détournés chaque année dans ce système de péages routiers. Comment comprendre qu'une somme aussi importante soit détournée pendant une décennie, 7 milliards chaque année? Est-ce que vous pensez que la construction des péages routiers automatiques va permettre une sorte de traçabilité pour regagner cette somme-là, des sommes qui sont forcément détournées? Il est évident que lorsqu'on décrit ces détournements, parce qu'il faut le dire, il s'agit bel et bien des détournements de fonds publics, c'est un système savamment entretenu. On ne saurait insulter l'intelligence des Camerounais ou l'ingéniosité des Camerounais et penser qu'ils sont incapables de sécuriser le système de recettes installé au niveau des péages. Non, il s'agit tout simplement d'un système, d'un système bien huilé où chacun trouve son compte dans ces détournements-là. Donc vivement que les péages automatiques arrivent. Sauf que on se pose la question de l'opportunité. Pourquoi maintenant? Est-ce que ces péages qui vont être installés sur les routes, est-ce que ces routes sont déjà entretenues? Il me souvient qu'à l'instauration des péages au Cameroun, il était question que l'argent encaissé à ces péages-là serve à l'entretien des routes. Alors, une route comme Douala-Yaoundé, qui a 3 péages sur le tronçon, est-ce qu'on peut dire qu'elle est bien entretenue? Une route comme celle qui part de Douala pour Bafoussam, est-ce qu'on peut dire qu'elle est bien entretenue? Et pourtant, il y a des péages, il y a des sommes faramineuses qui sont perçues chaque fois. Donc, c'est paradoxal qu'au moment où on devrait plutôt entretenir d'abord les routes, les mettre en bon état, pour donc voir comment est-ce que placer des péages, qu'on commence plutôt par des péages. Est-ce que les péages en eux-mêmes vont faire en sorte que les routes soient mieux entretenues? Je vous rappelle que ces différentes routes sont parmi les plus meurtrières au monde. Tout simplement parce qu'elles sont mal entretenues. Donc les péages ne viennent pas résoudre le problème. Et puis, écoutez un peu, 14 péages pour 32 milliards de francs. 14 péages pour 32 milliards. On n'est pas sérieux. On n'est pas sérieux. Quand on fait cette équation, c'est combien par péage? C'est plus de 2 milliards et demi par péage. Donc, nous pensons que, encore une fois, c'est une grosse annonce qui n'aboutira à rien. Parce que au moment où on est en train de chercher le financement du deuxième tronçon de l'autoroute Douala-Yaoundé, sur lequel on devrait justement installer des péages automatiques, qu'on revient plutôt les installer sur l'axe lourd, qui en réalité va être siphonné d'une bonne partie de son trafic. Donc, nous ne pensons pas que ce soit une très bonne chose actuellement et que ce soit la priorité. Non, nous ne pensons pas. Voilà, merci à vous pour votre réaction, votre mot d'introduction dans cette émission. On va rapidement prendre le premier sujet à débat de cette émission. Il s'agit justement de cette élection régionale qui s'est tenue le 6 décembre 2020. C'était la semaine dernière, dimanche dernier, où on a vu la participation de plusieurs partis politiques, notamment le RDPC, le PCN, puisqu'on a les deux partis sur le plateau. Alors, bilan de cette première élection inédite au Cameroun, élection régionale qui va parachever le processus de décentralisation, victoire écrasante du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. On annonçait déjà, compte tenu des conseillers municipaux, que le RDPC allait largement vainqueur ou favori de cette élection régionale-là. Mais on a quand même vu la contestation de plusieurs partis politiques, notamment le PCN, qui est revenu sur le processus et d'ailleurs a donné raison au professeur Maurice Kamto, qui avait demandé la non-participation des partis politiques à cette élection-là.
Je ne vous ai pas très bien suivi. Le PCRN a donné raison pour ce moment. On a vu la sortie du 6e adjoint. Vous dites 6e adjoint, c'est entre guillemets. Je crois que c'est un militant du PCRN. On fait table rase, ça. Bon, je vais répondre à votre question, Priscille, mais je voudrais d'abord revenir un peu en arrière. Permettez-moi. Je voudrais juste dire aux représentants du PCRN et du RMC que pendant les 34 ans dont il a fait allusion tout à l'heure, le professeur Maurice Kamto, qui est son président du parti, a été dans ce gouvernement. Il a été dans ce gouvernement et il n'a pas qu'été dans ce gouvernement. Il a fait des choses qui étaient, s'il fallait qualifier ça aujourd'hui, on allait dire calamiteuses. Ah, il a gagné des marchés dans son propre département ministériel. Son cabinet en a gagné des marchés. Et le professeur Maurice Kamto a été dans le gouvernement de M. Biya. M. Penda Ekoka, qui est aujourd'hui, qui peint tout en noir, a été dans le gouvernement de M. Biya. Qu'est-ce que vous voulez dire aux gens? Le MRC a tout simplement perdu. Ce n'est pas un parti politique. Un parti politique qui ne peut pas aller aux élections est plutôt une église réveillée, endormie. Donc le MRC gagnerait à ouvrir une église de réveil. Maintenant, pour le monsieur du PCRN, si vous, lorsqu'on construit des péages automatiques, si vous jugez que, je crois que ça passe par appel d'offres. Je crois que plusieurs entreprises ont soumissionné. On n'a pas créé des entreprises au hasard. Monsieur pouvait bel et bien soumissionner. S'il voit que 2 milliards, c'est tellement énorme pour une entreprise, vous pouvez mieux faire en construisant à 2 millions. Nous n'allons pas refuser. Vous avez une force inouïe à porter critique sans rien apporter. C'est ça le propre des partis d'opposition au Cameroun. Le RDPC est en train de se battre seul. Pas d'idée. Tout ce que l'opposition fait, c'est de remettre en question. C'est de ça qu'il est question. Et maintenant, vous croyez que les Camerounais sont dupes. Les Camerounais ne sont pas dupes. C'est pour cela que vous avez vu que les propres conseillers municipaux du PCRN ont voté contre eux. Parce qu'ils ont compris que la vérité, c'est dans le RDPC. Ils ont tout simplement compris cela. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il pleure partout. Le 6e adjoint chante là-bas, il pleurniche à gauche, il pleurniche par là. Il est devenu, je ne sais pas, avec les courriers partout. Je ne sais pas s'il est charlatan ou quoi. Il n'est pas revenu sa personne. Je vais vous dire, ce sont des gens qui parlent, ce sont des gens qui mal parlent aussi du RDPC. Lorsqu'ils mal parlent du RDPC, il faudra aussi les recadrer. Le peuple camerounais n'est pas dupe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez vu que vous avez vos enfants, ils votent pour le voisin. C'est une insulte à l'encontre du PCRN. Et moi, je crois que au lieu de dire qu'ils sont très grands, ils devaient plutôt venir apprendre dans le RDPC. Parce que nous connaissons la politique et nous faisons la vraie politique. Ok, c'est noté. Alors, M. Ngam est quand même au grand jour une vérité, celle de savoir que les conseillers municipaux du PCRN ont voté pour le RDPC et on a quand même vu le flop magistral du PCRN dans son fief, qui est le Nion-Ekele. Le parti de Kabalibi n'a eu aucun conseiller régional et est déjà acculé par l'autocritique. Comment comprendre cela? Vous vous engagez dans une élection, il y a des campagnes qui ont été faites, mais malheureusement, aucun conseiller régional pour le PCRN. Ok, qu'il me soit permis ici de dire officiellement quelle est la position du PCRN par rapport à ces élections. Allez-y. Qui est celle qui a été prononcée par notre président national. Le PCRN félicite les vainqueurs. Le PCRN ne contestera pas le résultat des élections. Ça, c'est la position du PCRN. Mais comment comprend la réaction du 6e adjoint de Douala 5e qui Ce n'est que le 6e adjoint, c'est important, il est un représentant du PCRN, il faut en parler. Comment comprendre cette réaction qui monte au chrono et donne raison au professeur Maurice Kamto qui parlait de ne pas participer à cette élection régionale. Et il dit que c'est clair, il a compris, il demande pardon. Ça, quand même, il faut en parler. Je pense que vous faites exprès de faire un focus sur l'un des membres du PCRN. Je n'ai pas inventé ça. Je voudrais vous dire que dans notre ville, il y a 2 porte-paroles du PCRN qui portent donc la voix autorisée du parti. Pendant cette période, il n'est pas le seul qui a fait des déclarations. Je crois que j'ai été là pendant la proclamation de ces résultats et j'ai dit quelque chose qui est passé à travers les médias. Nous avons appris, on encaisse le coup et on se remet au travail. Ça, c'est la position du PCRN. Pour le reste, ça n'engage que notre camarade, qui sont tout le reste un camarade, mais qui a émis un point de vue qui reste personnel. C'est lui qui l'a dit et c'est son ressentiment par rapport à ce qui s'est passé. À un moment donné,
sous le feu de l'action. Je vous rappelle qu'au moment où il le dit, on vient juste d'être au courant des résultats. Ça ne faisait pas 5 minutes. Et chaque personne a sa réaction face à une situation comme celle-là. Et je ne pense pas qu'il était préparé à réagir de cette façon-là. Donc la position du PCRN, elle est officielle, elle est reconnue. Et je vous prie de bien vouloir en tenir compte. Voilà. Maintenant, comment expliquer que le PCRN dans le Nyong-Ekele n'ait pas pu avoir des conseillers régionaux? Mais je crois que c'est encore une occasion pour nous de démontrer que le PCRN n'est pas un parti local, que le PCRN ne doit pas être cloîtré dans un département. En plus que le PCRN, tel qu'on nous a souvent accusé, n'est pas une antichambre du RDPC. La preuve, c'est que le RDPC ne nous a pas fait de cadeau. Le RDPC a assailli le Nyong-Ekele au moins pendant 3 semaines. Tout un ministre du Travail, secrétaire général adjoint du RDPC, est venu passer 1 semaine dans le Nyong-Ekele. Le Nyong-Ekele était-il si important pour que tout le gotha politique du RDPC s'y déploie? Et qu'est-ce qui vous surprend s'ils finissent par détourner certains de nos camarades? Qu'est-ce qui vous surprend là-dessus? Le RDPC a déjà fait preuve de sa large expérience. Il parlait du travail au corps qui a été fait. Si nos camarades les ont élus, ils ne nous diront pas que c'est parce qu'ils ont été plus pertinents que nous. Ce n'est pas nous qui viendrons parler ici de l'achat de conscience. Nous ne sommes pas des mauvais perdants. Mais ce qu'il oublie de dire, c'est que les conseillers RDPC ont élu, les listes ont voté les listes du PCRN. Et cette fois-là, au moins, on ne dira pas que le PCRN a acheté les voix. Non. C'est parce que le PCRN a été percutant. C'est parce qu'il a été convaincant que les élus RDPC, les grands électeurs du RDPC sont venus choisir les listes du PCRN. Ça, c'est une avancée. Ici, dans le Vouri, en dehors de nos 18 voix, il y a eu d'autres voix qui nous ont élus. Et c'est l'occasion pour nous de remercier tous ces grands conseillers qui ont fait confiance au PCRN, aussi bien dans le RDPC qu'en dehors du RDPC, qui nous ont accordé leur vote. Ça, c'est un vote de confiance. Donc, nous pensons qu'en termes de bilan, le PCRN part plutôt renforcé et ragaillardi par ses résultats. Et croyez-nous, on ne va pas faire table rase là-dessus. On va s'asseoir, on va se regarder dans les yeux et on verra ce qui n'a pas marché. C'est aussi ça un parti politique responsable. Être capable de se remettre en question, être capable de revisiter ses différentes méthodes, être capable de voir ce qui n'a pas marché et on prendra dans le temps de voir ce qui n'a pas marché et de rectifier le tir. C'est tout simplement cela. Donc nous au PCRN, c'est un bilan élogieux que nous tirons de là. Le RDPC ne pouvait pas se comporter autrement. Il est resté égal à lui-même. C'est-à-dire qu'un parti politique qui a une majorité obèse et qui en veut toujours et toujours, et qui est prêt à tout, pour tout avoir, pour tout rafler pour lui tout seul. Et c'est ce qui s'est passé cette fois-ci. Alors, Richard Tampou, le MRC n'était pas engagé dans cette élection régionale, mais quand même vous avez pu constater ou suivre l'actualité. On a parlé de plusieurs partis politiques qui n'y sont pas allés, qui ont pris la position d'ailleurs du MRC, notamment le SDF. Mais comment comprendre que les conseillers municipaux du SDF sont allés voter et que même ceux des partis politiques engagés tels que le PCRN ont voté pour le RDPC? Est-ce à dire finalement que le RDPC avait un discours politique qui a accroché, qui a incité les autres à y aller, contrairement à ce que certains pensaient? Bon, vous savez, on ne doit pas seulement dire que nous allons aux élections. Ce que les Camerounais veulent, c'est avoir des électeurs légitimes. Ça veut dire que les leaders légitimes. Il ne faut pas faire ou organiser une élection pour le plaisir des yeux et faire croire que vraiment tout va bien. Vous savez, la position du MRC, après le mascarade qu'il y a eu pendant l'élection présidentielle en 2018, où sa victoire a été volée, a décidé de ne plus participer à des élections qui seront organisées dans des conditions que nous connaissons tous, où nous avons des crises. On a un code électoral qui donne à des crises post-électorales. Et vous voyez, le MRC a refusé les élections législatives et municipales pour dire qu'on ne pouvait pas tenir ces élections dans le contexte où nous nous trouvons, où on n'a pas encore déjà soldé le problème anglophone qui se vit déjà depuis 4 ans.
on a un code électoral qui n'est pas consensuel. Bon, nous avons décidé ou bien dit à nos militants lors des législatives et municipales de ne pas participer, et nous avons vu la tendance que le taux de participation à cette élection a plutôt pesé à la faveur ou bien aux voix à l'appel du MLC. Bon, maintenant le régime dans sa logique de continuer à se foncer et de s'entêter, même contre le vouloir des Camerounais, à organiser ces élections législatives ou ces élections régionales. Je veux bien voir ou bien comprendre ce que ça va apporter dans la vie des Camerounais. Est-ce que en organisant ces élections, les Camerounais vont pouvoir vivre dans la paix? Est-ce qu'en organisant ces élections, les régions du nord-ouest et du sud-ouest vont retrouver la paix? C'est ce que nous attendons de voir. Notre position a été claire. Nous ne sommes pas favorables pour ces élections. Et le régime, dans ses manœuvres, a tout fait pour pouvoir tenir ces élections. Nous attendons bien de comprendre, puisque nous avons vu comment est-ce que, même avec la soi-disant décentralisation annoncée, on a toujours l'impression que le pouvoir central veut toujours tout garder. Mais pourquoi vous parlez de soi-disant décentralisation? On parle quand même d'un processus de décentralisation avec près de 15% qui vont revenir aux communes. Puisque nous avons vu ce qui s'est passé à Djombe-Pédia, et on continue de voir les guerres qu'il y a entre les autorités déconcentrées et l'État. Moi j'attends bien de voir ce que ces élections vont donner, puisque on aura un président élu, et de l'autre côté on aura une autorité administrative. Je veux bien voir comment est-ce que la guerre de partage de pouvoir va vraiment se pratiquer sur le terrain. Nous n'attendons rien de ces élections, puisque nous savons qu'il y a une partie du pays qui n'a pas participé à cette élection, et en excluant ces deux régions, nous considérons que tous ceux qui ont été votés ne sont pas légitimes et pour nous ne représentent rien. Alors, monsieur Eyinda, aujourd'hui, Maître Richard Tamfoum en exergue ce qu'on dit depuis la semaine dernière. On va passer dans quelques jours à l'élection des présidents des régions. Comment finalement va se dérouler la cohabitation entre les présidents des régions qui sont censés diriger ces régions-là pour la décentralisation et les gouverneurs, les autorités administratives telles que les sous-préfets, les préfets, quelles seront désormais les places? Parce qu'on parle de décentralisation sans véritablement revenir sur cette cohabitation qui existera entre ces autorités administratives et les élus pour la régionale. Oui, je voudrais d'abord dire aux représentants du MRC que le code électoral qui remet en cause aujourd'hui, en 2013, le professeur Maurice Kamto était candidat député dans l'Onfundi. Il a été battu à perte coutume. C'était avec le même code électoral. En 2018, le professeur Maurice Kamto était candidat à l'élection présidentielle. Ce n'était pas le code des marchés, c'était le même code électoral. Alors, vous voyez avec moi que le MRC est dans une logique de je m'en fous, une logique propre aux petits partis politiques qui ne savent rien faire que de se prôner comme étant parti politique. J'ai du mal à parler de décentralisation devant le MRC parce que un parti qui ne part pas à l'élection ne devrait même pas être invité ici aujourd'hui. Les invités ici devraient être le PCRN et moi, le RDPC. C'est nous les partis politiques actuellement. Pour expliquer donc ceci, il n'y a pas de problème au niveau de la gestion. La décentralisation est bel et bien conduite par le président du conseil régional. Tandis que l'autorité administrative assure la déconcentration. C'est de ça qu'il est question. C'est pour ça que la décentralisation est un organisme strictement moral, avec une hiérarchie bien organisée au niveau de la région, pour assurer le processus de décentralisation. Et en outre, le pouvoir administratif va donc assurer ce qu'on appelle la déconcentration. Je crois qu'il est avocat et qu'il maîtrise bien ce que cela veut dire. Donc c'est un faux langage de dire que qui va faire quoi, qui va faire ceci. Ces deux termes-là sont reconnus. Le pouvoir administratif assure la déconcentration, tandis que les régionaux vont assurer ce qu'on appelle la décentralisation effective. C'est de ça qu'il est question. Et je profite de votre question pour rappeler aux Camerounais que
même comme les gens pensent que, certains partis politiques pensent que la mise en place des régions sera nulle et non effet, je crois que dans le processus de décentralisation, nous avons le premier pas qui sont les mairies. Nos mairies ont quand même travaillé jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, on ajoute une certaine force aux mairies. C'est cette force-là qui va donc donner, pas les 15% que les gens demandent par-ci, par-là, le transfert des compétences. Pour moi, je ne vois pas ça sous cet angle-là. Vous savez, Priscille, Barack Obama, en 2009, lorsqu'il est arrivé au Ghana, il a dit « L'Afrique n'a pas besoin des hommes forts. L'Afrique a plutôt besoin des institutions fortes. » Le Cameroun n'a pas besoin des hommes forts, des agrégés de droit, des ceci, cela. Non, le Cameroun n'a pas besoin de ça. Le Cameroun a tout simplement besoin des institutions fortes, qui sont l'Assemblée nationale, le Sénat, la région, les sous-préfectures et autres, et que ces gens soient indépendants, qui nous dirigent normalement, et vous allez voir que nous aurons notre démocratie effective. C'est ça le plan du président de la République. On a quand même raison de s'inquiéter quant à la tenue même de cette décentralisation qui semble fragilisée, quand on a quand même vu le cas de Djombe Pendia où il y a eu une altercation entre le sous-préfet et le maire qui voudrait gérer les ressources de la ville. C'est pour ça qu'on s'interroge comment va se passer justement cette dissociation, cette dislocation entre les maires, entre les sous-préfets, les préfets et ces conseillers régionaux ainsi que les présidents de régions. Je crois que la mise en place de la décentralisation est encadrée par un certain nombre de lois. C'est pour ça que j'ai expliqué ici tout à l'heure que le processus, toutes les lois qui concernent la décentralisation seront mises en exergue par le régional. L'autorité administrative va tout simplement assurer la déconcentration. Moi, je suis conseiller municipal, tout comme mon frère du PCRN. Il peut vous dire, le préfet, lorsqu'il arrive à la session, il assiste, il préside le conseil, mais il ne prend pas de décision. C'est nous les conseillers municipaux, c'est nous qui décidons. C'est nous qui décidons de ce que nous faisons et de notre budget et de ce que nous avons. C'est nous qui décidons. L'autorité administrative assure juste la conduite dans la sérénité et le calme pour qu'il soit témoin. Il n'est pas là pour nous imposer quoi que ce soit. Donc, et c'est la même chose qui va se passer au niveau des régions. J'ai souvent coutume de le dire, même si vous dansez dans l'eau, vos ennemis diront que vous soulevez la poussière. Le MRC, quel qu'en soit ce que nous allons faire au niveau du RDPC, leur programme politique, c'est de déstabiliser tout le processus mis en place par le président Paul Biya. Pas déstabiliser, essayer de déstabiliser parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Donc, pour être clair avec les Camerounais, les sous-préfets, les préfets, les gouverneurs assureront la déconcentration, tandis que la décentralisation sera assurée par les régions. Voilà, c'est noté. Alors, Monsieur Yébé, sur la question. Monsieur Yédé, autant pour moi, finalement, parachèvement du processus de décentralisation qui va être effectué d'ici l'année prochaine, les mairies, les communes pourront gérer finalement leurs ressources à hauteur de 15%. Certains observateurs politiques critiquent déjà, estimant que c'est une sorte on a parlé du thème comment dire, mais en fait que la décentralisation ne sera pas effective. Est-ce que vous estimez que 15% c'est assez suffisant pour un bon départ? Encore faut-il que les 15% arrivent d'abord, ce qui n'est pas encore le cas jusqu'à présent. Je crois que lors de la dernière session parlementaire consacrée au vote du budget, le président national du PCN a tout fait d'interpeller le ministre des Finances pour lui faire observer qu'il fait des prévisions sur la base de 15%, mais les dotations effectives étaient seulement à 8%. Donc même ces 15% ne sont pas encore retrocédés au niveau des municipalités. Mais je voudrais quand même faire observer qu'en réalité, et c'est d'ailleurs pour ça que le PCN a pris part à ces élections, parce qu'il était question de contribuer au parachèvement du processus. Il ne faut jamais l'oublier. Nous avons commencé par prendre part au dialogue national. Et l'une des résolutions de ce dialogue était le statut spécial qui avait été accordé aux régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et ce statut spécial
ne pouvait prendre effectivement encore que si l'on procédait à ces élections aussi. Donc, nous estimons qu'une fois que nous avons traversé cette étape des élections, il est maintenant question que les différents conseils se mettent en place. Sauf que, jusqu'à présent, les différents décrets d'application n'ont pas encore vu le jour. Donc, même ces conseillers régionaux, même cette session de plein droit, merci, qui va se tenir la semaine prochaine, en réalité, ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont, tant qu'il n'y a pas encore un décret d'application. Donc, l'État est mis là face à ses responsabilités pour que ce ne soit pas une coquille vide, pour que ça n'ait pas l'air d'une entourloupe. Il faut donc passer à l'étape des décrets d'application. Et d'ailleurs, le cas de Njombe Pendja que vous avez évoqué ici, là, lorsque le maire de Njombe Pendja a soulevé le fait qu'un certain nombre de compétences lui revenaient parce que ces compétences étaient prévues dans le Code général de décentralisation, le MINDEVER lui a rétorqué d'attendre les décrets d'application. Donc, jusqu'à présent, même cette décentralisation est accrochée à ces décrets d'application qui tardent encore à voir le jour. Donc, vivement que ceux qui ont en charge la gestion de ce pays, et je voudrais quand même faire observer que mon collègue conseiller municipal passe allègrement du RDPC au gouvernement. Nous devons penser que le gouvernement, ce n'est pas une antichambre du RDPC, que le gouvernement est fait des technocrates et qui sont là pour servir la nation, et que le RDPC, qu'il opère dans le cadre des canons qui sont prévus pour cela. Donc, vivement que le gouvernement que nous interpellons ici prenne ses responsabilités pour qu'on ait les décrets d'application. On espère. On va rapidement lire les messages qui nous sont parvenus par SMS, le numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Bonjour, la charismatique journaliste. Monsieur Eyenga, peut-il argumenter sans faire allusion à leur bête noire, le MRC, ni de l'éminent professeur Moïse Kamto, toujours la même rhétorique, qui change de logiciel. Obama, si depuis Akolo Ninga nous envoie le message. Alors, d'autres messages arrivés. Bonjour, le MRC ne devrait pas être invité ici car il n'a pas pris part aux élections régionales. C'est Christophe Akama qui nous envoie le message. Alors, dites aux représentants du MRC qui ne connaît rien du code, électoral, qui a été écrit par son président, et il a gagné 14 milliards. C'était le meilleur code, mais aujourd'hui, c'est le plus mauvais du monde. Il faudrait bien savoir ce qu'ils veulent. Et si la paix revenait au NOZO après ces régionales, que deviendrait le MRC? Le message n'a pas toujours été signé. Alors bonjour, très belle émission. Est-ce que M. Yenga peut-il forcément parler sans attaquer les autres partis politiques? Quel est le plan du RDPC? Qu'est-ce qu'il vient défendre finalement sur ce plateau? On aimerait bien le savoir. À la suite des messages, on va les lire, il y en a tellement. Le temps pour nous de prendre rapidement le deuxième sujet de cette émission. Et on parle de la libération du professeur Moïse Kamto qui a été effective cette semaine. Lui qui, depuis la marche du 22 septembre, était à résidence surveillée à son domicile. Et on avait parlé d'aucune notification du droit et autres. Finalement libéré. Et le professeur Moïse Kamto qui, dès sa sortie, est revenu justement sur ces élections, cette élection régionale-là, et a parlé du processus qui va continuer sur l'ensemble du triangle national, parlant justement de maintenir la revendication, les manifestations sur le territoire national. Et je vous pose directement la question au pic. Alors, Richard Tamfou, jusqu'où peut aller le MRC? Bon, déjà, il faut comprendre qu'on n'a pas à se féliciter ou bien de dire merci à un Dieu pour avoir libéré le professeur Moïse Kamto. Parce que nous savons tous que ce monsieur est grand homme politicien dans les manœuvres du RDPC a cru devoir peut-être frustrer ses actions en lui mettant en résidence surveillée de fait, puisqu'il n'a reçu aucun document qui permettait à ce qu'on ait ce dispositif sécuritaire devant son domicile. Et que vous voyez que pour l'étouffer, ils ont fait cela parce qu'ils voulaient organiser les soi-disant élections. Et lorsqu'ils ont orchestré leur projet diabolique, ils ont rapidement apprêté et retiré le dispositif sécuritaire. Moi je dis, le MSC reste un parti républicain.
nous restons un parti qui veut faire la politique autrement, pas le genre de politique du RDPC où on fait la politique tout étouffée. Nous disons que notre détermination à vouloir faire changer les choses dans ce pays par la paix, parce que c'est ça notre slogan, nous voulons changer les choses par la paix, nous restons au bout fixe, nous n'allons pas fléchir de nos différentes revendications, nous allons continuer toujours à accentuer, parce que voyez-vous, nous savons tous que depuis 2018, tous ceux qui sont été élus, que ce soit législatifs, régionaux et tout ça, pour nous sont illégitimes parce qu'ils n'ont pas eu le mandat des populations. Comment ça? Puisque les élections sont validées au premier du conseil les élections sont validées parce que ceux qui sont aux manœuvres font tout pour que ça soit validé. Lorsque nous avons appelé au boycott aux législatifs et aux municipaux, on a vu la tendance, on a vu où ça pesait. Et à chaque fois que MS veut s'exprimer en face, on va vous envoyer une arsenal de militaires. On a tous vu ce qui s'est passé le 22 septembre où dans ce pays, on ne peut plus manifester pacifiquement. Avant, si tu organises même une marche ou bien tu projettes une marche, on va arrêter les gens avant, on va arrêter les gens pendant et on va arrêter les gens après. Donc, alors, si vous décrivez toutes ces situations, les interpellations, les arrestations, quel avenir finalement pour le combat mené par le professeur Maurice Kamto? Oui, l'avenir que nous disons, c'est que nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons pouvoir montrer à ce régime que la prison ne fait plus peur aux Camerounais. Ce n'est pas en étouffant les Camerounais ou bien en les prenant et jeter devant le tribunal militaire ou bien en prison que vous allez pouvoir les faire taire. Je dis non, vous vous trompez de cible. Il faut peut-être encore repenser. Les Camerounais aujourd'hui n'ont plus peur de la prison et la prison ne va pas les écarter du champ politique. Si nous devons faire la politique, on doit respecter chacun et permettre à chacun de s'exprimer. Donc je dis, nous allons continuer toujours à réclamer que la paix, l'insécurité qui sévit dans ces deux régions puisse revenir. C'est de ça que les Camerounais en ont besoin, vivre dans la paix. Nous allons continuer à réclamer des leaders légitimes par les pseudo-élections qu'on organise. Donc je dis, le MS va continuer ses actions et vous avez suivi le président, le professeur Maurice Kamto, qui après la levée ou bien après la levée du dispositif sécuritaire, il a renouvelé son engagement à la population et fait comprendre à la population que nous ne devons pas fléchir ou nous ne devons pas être intimidés par ce régime qui n'a que l'armée, l'administration, et il vous a dit que s'il fallait organiser une élection, le RDPC ne pourra pas avoir même 20% des suffrages et c'est connu de tout le monde. Alors, le professeur Maurice Kamto, après la levée du dispositif sécuritaire, pointe un doigt accusateur sur le RDPC, par le gouvernement camerounais. Il a bien dit dans ses propos, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, de vouloir éclater le MRC par l'arrestation des leaders politiques. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce qu'on a quand même vu le professeur Alain Fogué, Bibi Moussa, plusieurs d'entre eux emprisonnés. Parfois, ils attendent des procès sur 2-3 mois. Mahamadou Mokhtar, qui depuis 2018 se retrouve en prison. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'au RDPC, on accepte ces propos ou on se remet en question? Priscille, je suis désolé. La politique a déshabillé l'agrégé qui était Maurice Kamto. La politique, le professeur Maurice Kamto que j'ai connu à SOA n'est plus le même aujourd'hui. Et c'est bien dommage que nous perdons une telle connaissance. Voyez-vous, le professeur Maurice Kamto, c'était un éminent homme de droit. Excusez-moi si je dis c'était parce qu'il ne l'est plus. Parce que la politique, je vous dis bien, la politique a déshabillé l'agrégé qui était le professeur Maurice Kamto. Les lois ne sont pas les loisirs. Tout le monde qui s'attaque à la loi sera sévèrement puni par la loi. Ça, c'est clair. Le professeur Maurice Kamto, dès qu'il récidivise, la loi va le frapper. Ça, il ne faut pas qu'on se leurre. La loi qui est écrite a été relue par le professeur Maurice Kamto lui-même. Cela signifie que dura lex segles. La loi est dure, mais c'est la loi. Et nul n'est censé ignorer la loi. En tant qu'agrégé de droit, il sait ce qu'il fait. Et il sera doublement puni s'il ose récidiver. Parce que le Cameroun n'est la chasse gardée de personne.
Le Cameroun n'appartient à personne. Vous ne pouvez pas dire que tant que vous n'êtes pas au pouvoir, le Cameroun n'est pas dirigé. Vous ne pouvez pas tout peindre en blanc, en noir. Quand ces gens-là sont nés, ils ne sont pas nés dans les hôpitaux. C'est eux qui ont construit ces hôpitaux. Le représentant du MRC est venu dans son véhicule, il roulait dans les airs. Qu'est-ce que vous voulez dire aux gens? La meilleure critique, c'est de faire comprendre aux gens que telle chose a été faite, mais nous pouvons faire mieux. Pas de dire que rien n'a été fait. Moi, j'honore seulement ce studio et cette émission. C'est pour ça que je continue à être là. Vous ne pouvez pas venir sur un plateau, dire que rien n'a été fait, dire que tel a été assigné à domicile. Qui a dit au professeur Maurice Kamto? Il a voulu sortir et on lui a dit de ne pas sortir. Le professeur Maurice Kamto s'est habillé un matin qu'il va qu'à ses occupations et un gendarme lui a demandé de ne pas partir. Selon vous, que faisait ce dispositif sécuritaire devant sa maison? Non, vous ne savez pas. Le professeur Maurice Kamto est devenu un problème pour le Cameroun dans plusieurs sens. Le premier sens, c'est que j'ai comme l'impression que ce monsieur cherchait sa mort, peut-être par assassinat, et puis dire que c'est le gouvernement en place qui a monté des assassins. Donc il est devenu une charge pour nous. Il faut le garder. Il faut le garder. Maintenant, le second sens, c'est que les Camerounais ont besoin de paix, comme il disait tantôt. Si on ne peut pas... Monsieur Maurice Kamto n'est pas un danger pour notre paix en sa personne à elle-même. Non. Il est un danger pour la paix parce que ceux qui ont les agendas cachés et ceux qui l'ignorent, c'est qu'il peut orchestrer une marche, d'autres personnes prennent la marche là et ça éclate. Et il sera témoin des atrocités qui vont tomber alors qu'il n'y est pas. C'est pour ça que le gouvernement a le devoir de l'encadrer. Je vous dis, la politique a déshabillé l'homme de réflexion qui était Maurice Kamto. Il ne l'est plus. C'est pour ça que le gouvernement est obligé d'aider M. Maurice Kamto dans sa réflexion. Puisque j'ai comme impression que le grand agrégé qui a représenté le Cameroun, qui était le rapporteur de la commission du Cameroun au problème avec le Nigeria, ne l'est plus. Il ne réfléchit plus dans ce sens, mon Dieu. Donc moi je pense qu'il devait être encadré. Le professeur Maurice Kamto n'est jamais sorti de sa résidence pour aller pour vaquer à ses occupations et il a été stoppé par un militaire ou un gendarme. Et en plus, vous croyez que un leader qui a vraiment ses militants peut être assigné à résidence sans voir au moins 1000 personnes qui partent pleurer chaque matin? Non. Le président Paul Biya ne peut pas être... On a vu des dames qui sont descendues, même si dénudées. Non, on a vu des dames qui sont allées... C'était le copinage d'une histoire de copine. La question, M. Yenga, oui. Vous avez répondu à ma question que je la pose. On a vu quand même des femmes qui sont descendues devant son domicile, qui ont été interpellées pour la plupart, dont l'une d'elles a été incarcérée, traduite au Est-ce que finalement on peut dire qu'elles avaient la lassitude de pouvoir y aller? Non, ça c'était une dépravation des mœurs. Il y a des avocats... Vous ne pouvez pas vous déshabiller devant les enfants de 5 ans. Et les avocats qui ont eu besoin de la permission, par exemple, du procureur de la République, de la DGSN, il y a plusieurs personnes qui ont voulu y aller, ils n'ont pas pu. Les avocats ont eu la permission? Je vous ai posé la question. Non, vous m'avez dit que les avocats ont eu la permission du DGSN. Ça veut dire qu'il y a quand même quelqu'un qui donne des permissions. Donc tout le monde... C'est pour vous dire que le professeur Maurice Kamto... L'accès n'était pas autorisé à ce moment. Maurice Kamto est dans son rôle. Vous ne pouvez pas demander. Vous ne pouvez pas demander aller rendre visite à votre ami et puis vous venez avec une chaîne de télé. Ce n'est pas... L'autorisation ne vous est pas donnée d'aller avec une chaîne de télévision. C'est de ça qu'il est question. On vous dit des choses, mais on ne vous dit pas la profondeur même des choses. Vous allez à 3 demander une permission. Après, vous arrivez avec des chaînes de télé et tout. Dans les sacs de télé, là, qui dit aux gens qu'il n'y a pas de Kalachnikov à l'intérieur? Le gouvernement en place est donc là pour assurer la sécurité des hommes et de leurs biens. Et en plus de cela, quand quelqu'un veut déraper, on le remet dans les rails, même au moyen de la force, parce que la loi est dure, mais c'est la loi. Et tout le monde nul n'est censé ignorer la loi. Et je le redis, le professeur Maurice Kamto, comme disait le militant du MRC, a dit il va récidiver. Il récidivise, la loi va le frapper. Et peut-être même plus fort cette fois-ci. Alors, monsieur Yédé, voilà une situation qui malheureusement fait la une. Le professeur Maurice Kamto, on parle de libération, des installations du dispositif sécuritaire, réaction immédiate qui se fait attendre, qui parle justement d'une libération, mais exige aussi la libération des autres militants du MRC, notamment le premier vice-président Mohamed Bokhtar et les autres. Mais c'est une situation au milieu MRC qui est quand même courue. C'est vrai que les prisonniers politiques font plus partie de ce parti-là.
est-ce que finalement c'est une situation qui touche tout le monde? Ces emprisonnements, ces arrestations, interpellations, interdiction de manifestations. Est-ce que, comme le dit Eyenga, le militant du MRC, c'est pour protéger et empêcher finalement qu'on prenne ce prétexte-là pour instaurer une sorte de guerre, comme il a dit dans ses propos? J'ai envie de dire que vous, les journalistes, vous avez tout fait de ne pas faire allusion à la même situation qui est arrivée à l'honorable Cabral Libye au lendemain des élections de 2018. Comment cela? Il a été séquestré chez lui pendant 2 semaines. Même situation. Pendant 2 semaines, il était interdit de sortir de chez lui. Vous pouvez fouiller dans les annales, vous le verrez. Vous verrez que les camarades à notre QG OMC à Yaoundé ont été enlevés et déportés sans qu'on ne sache où on les avait amenés. C'est vrai quand même parce qu'on a vu la publication d'Armand Ocon qui avait mis en exergue le fait qu'il avait été enlevé par des hommes inconnus. Ça voudrait donc dire que le gouvernement en place est coutumier. Mais confirmation que c'était des hommes de gouvernement. C'est des gens qui étaient en tenue. les images sont là, vous pouvez les vérifier. C'est des gens qui étaient en tenue, des gendarmes plus précisément. Alors, et cette arrestation, celle de notre camarade Ocon, a été faite pendant un live Facebook. Donc, je voudrais tout simplement vous dire que le gouvernement est coutumier de ce genre de choses. Et M. Kamto, mieux que quiconque, le sait et le savait. Et tous les actes qu'il pose, en réalité, il sait où il va. Parce qu'ayant fait 7 ans dans ce gouvernement, il sait comment le gouvernement réagit. Il sait comment le gouvernement réagit. Vous savez, nous sommes en démocratie et il y a des tribunes où on porte le débat. Le débat est porté dans les conseils. Nous qui sommes des élus locaux, on débat au niveau du conseil. Le débat est porté au niveau de l'Assemblée nationale. C'est là où on prend la parole pour débattre des grandes questions de la nation. Le débat ne se fait pas dans la rue. Le débat ne se fait pas sur les plateaux télé. Le débat se fait dans les institutions. C'est là où on peut influencer l'avenir du pays. Maintenant, si on choisit la rue, c'est une autre posture, c'est une autre démarche, peut-être démocratique aux yeux de certaines personnes, mais en réalité, c'est qu'on veut utiliser la masse populaire, c'est qu'on veut atteindre une certaine taille critique pour renverser un ordre établi. Donc, toutes les actions qu'il pose concourent à cette situation-là. Pour quelqu'un qui a dit être élu, pourquoi est-ce que ça devait lui poser problème qu'il soit gardé? Un président doit être gardé, non? Pourquoi ça devait le gêner d'être gardé? Et il le méritait bien. Non, donc je crois que personne n'est dupe. Ils sont sérieux. Ils posent des actes conséquents. Et il a dit là tout à l'heure, c'est un agrégé, c'est un homme de droit, c'est un homme de loi et qui a fait 7 ans au gouvernement. Donc, tous les agissements du gouvernement ne lui sont pas étrangers. Maintenant, il dit qu'il continue la lutte. Il a choisi de ne pas aller aux élections législatives et municipales. Et Maître a dit quelque chose de grave là tout à l'heure. Il a parlé de l'illégitimité de tous les élus. Mais c'est quand même grave. Du moment où les députés sont illégitimes, tous les actes qu'ils posent n'ont pas de sens. Toutes les lois qui vont être votées n'ont pas de sens. Même ceux qui célèbrent les mariages ici, là, n'ont pas à célébrer ces mariages-là. Je crois que sont sérieux. Même les actes de sens sciés ne méritent pas d'être sciés. Non. On ne peut pas être extrémiste à ce point-là. Je crois qu'ils ont choisi une posture et ils vont continuer à assumer cette posture-là. Nous, notre posture n'est pas celle-là. Nous, c'est celle de mener le débat là où il doit être fait, là où il doit être mené. Et c'est ce que nous faisons jusqu'à présent. Voilà. Alors, Maître Richard Tamfou, dans son propos aussi, le professeur Moïse Kamto revient sur la misère des Camerounais, parle de la non-satisfaction de leurs besoins sociaux élémentaires que sont l'accès à l'eau potable, l'électricité, les soins de santé, comme le relayait tout à l'heure Yenga, le recul économique du pays, marqué notamment par le détricotage du tissu industriel qui n'autorise aucun répit dans le cadre de la lutte politique, et parle aussi de la résistance nationale qui va se poursuivre, s'intensifier. Quand il parle d'intensification, il fait allusion à quoi?
Le seul mal que le RDPC a, c'est qu'ils ont trouvé en face quelqu'un qui est incorruptible. Ils ont eu l'habitude de corrompre tout le monde, ou bien tous les adversaires politiques, mais cette fois-ci, ils ont le mal de se frotter à professeur Maurice Kamto. Et je suis surpris que c'est sur un plateau de télévision qu'on veut penser jouer, ou bien on pense retirer l'agrégat d'un professeur. Vous connaissez comment on fait pour devenir professeur, mon cher? Il n'est pas agrégé. Je vous dis, attendez, il n'est pas agrégé. Souffrez de m'écouter. Je dis souffrez, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure là, c'est par respect que je vous laisse parler. Je dis c'est pas. Quand vous parlez, je vous suis. Je voudrais seulement. Et même si, après c'est pour poser des questions. Je ne vais pas poser des questions. Je ne vous ai pas posé des questions. Je ne vous ai pas posé des questions. Ce que je suis surpris par vous, la personne, et par vos idéologies RDPC, c'est que c'est sur un plateau de télévision que vous pensez pouvoir désagréger quelqu'un. C'est malheureux de votre part. Et vous dites qu'il a été votre étudiant. Il est maître de conférence. Il faut souvent savoir reconnaître. C'est lui qui a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. C'est lui qui a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui, si vous avez été sur étudiant. Quand je vous dis, c'est pas sur un plateau de télévision, c'est pas sur un plateau de télévision que vous allez penser jouer au donneur de leçons ou bien à ce que vous voulez penser croire. Moi, je dis, lorsque cela est dit, nous devons être sérieux. Le combat que le professeur Maurice Kamto mène aujourd'hui, ce n'est pas son combat. Parce que les gens pensent que c'est lui qui fait problème. Même après lui, d'autres gens ou bien d'autres Camerounais pourront se mettre devant la scène pour revendiquer le bien-être des Camerounais. Les Camerounais en ont marre. Les Camerounais veulent que ça change. Les Camerounais veulent évoluer. On ne peut pas nous embobiner dans un système de plus de 34 ans et on vit le mal au quotidien. Je me rappelle lorsque M. Biapelait ce pays n'était pas à sang et à feu. Mais nous voulons aussi qu'il puisse au moins laisser ce pays dans la paix. C'est ce que nous réclamons. Que les Camerounais puissent vivre dans une atmosphère de sécurité. Mais la réalité, le pouvoir du président de la République et maintenant sont différentes. On est passé d'une population de près de 2 milliards pour 24 millions. On devrait s'adapter. On devrait s'adapter à cela parce que la société a évolué. On devrait pouvoir comprendre qu'on n'est plus dans un système où on doit étouffer les libertés publiques. On doit pouvoir laisser les gens s'exprimer. Pourquoi est-ce qu'on pense toujours que lorsque tu dois émettre une opinion, on doit tout faire pour t'étouffer, on doit t'arrêter, on doit t'emprisonner? Quel est ce pays où lorsqu'on détourne plus de 2 milliards de francs pour l'organisation d'une CAN, on ne peut pas demander à ceux qui nous gouvernent une explication? On va vous taxer d'extrémistes, on vous taxe de terroristes, d'être hostile, de vouloir déstabiliser. Vraiment. Je pense que il y a de cela peut-être 2 ou 3 jours, on était en train de célébrer la journée internationale des droits de l'homme. Je pense que nous devons, si nous avons signé des conventions internationales où on permet à ce que nous pouvons exprimer certains droits humains, qu'au Cameroun, que nous ne faisons pas l'indifférence, que nous ne faisons pas croire aux Camerounais que c'est un système dictatorial. On doit faire croire aux Camerounais que nous sommes un pays de droit, où je sais que je peux me lever le matin, je pars à mes occupations sans être inquiété. On ne doit pas faire croire aux Camerounais qu'on peut t'arrêter à tout moment, sans convocation, sans mandat. On peut te juger sans preuve et on te jette en prison. On ne doit pas faire croire cela aux Camerounais. Ce n'est pas ça que les Camerounais veulent. Les Camerounais veulent pouvoir vivre dans un pays où, lorsque je suis sur ce plateau, je mets mon opinion, je m'exprime, que je puisse jouir de cette liberté d'expression. C'est le seul bien-être que les Camerounais veulent. Et tout ça sont prévus dans notre constitution. Appliquons-la, appliquons ces dispositions. On peut rester fort croire Camerounais comme si tout va bien après 34 ans et qu'on est au beau fixe, on n'a pas les comptes, on n'a pas de demandes d'explications à donner aux gens, on doit voir les gens comme des demi-dieux. Personne n'est le Dieu de qui et personne n'est Camerounais puisque l'autre, nous tous, nous aimons ce pays. Et si au MLC, nous continuons à dire ou bien nous continuons à mettre cette résistance pacifique, c'est parce que nous pensons au bien-être des Camerounais. Et Yenga, puisque vous êtes en parler avant la lecture des messages.
Oui, je voudrais rappeler à mon panéliste du MRC que le professeur Maurice Kamto, ce n'est pas moi qui vais le désagréger. Il n'est pas agrégé, il est tout simplement maître de conférence. Je crois que si j'ai bonne mémoire, c'est cela jusqu'à présent. Les agrégés, c'est les Messanga Nyamding, les Grégoire Ouna et tout ça. Je crois que sur la liste des agrégés, je n'ai pas vu son nom. Ça, c'était pour souligner cela. Maintenant, je voudrais aussi féliciter mes camarades conseillers municipaux du RDPC qui ont massivement voté, et même ceux des autres partis politiques qui nous ont fait confiance, qui ont quand même reconnu que le RDPC est le meilleur parti actuellement. Je n'ai pas quelque chose de particulier avec le MRC, comme certaines personnes peuvent penser, mais c'est le discours. Quand vous dites par exemple que les Camerounais le gouvernement doit tout faire pour les Camerounais, non, quand j'étais à l'école primaire, on m'apprenait souvent le laboureur et ses enfants. Et à la fin, on nous disait le travail est un trésor. Non, il n'y a aucune terre où on nourrit des gens. Lorsque nous venons sur des plateaux, disons aux Camerounais ce qui est vrai. Ce qui est vrai, c'est que tous les Camerounais doivent se mettre au travail et le gouvernement doit accompagner les efforts de tous les Camerounais. On ne donne pas à manger aux gens. On ne donne pas à manger aux gens. Donc j'ai juste un souci avec le MRC par rapport à leur discours. Leur discours qui veut tout peindre en noir, montrer que le gouvernement devrait donner le lait aux autres Camerounais chaque matin. Non, il n'y a aucun pays où cela se passe. Aucun pays. À l'école primaire, on nous apprenait tout trompeur vit aux dépens de celui qui l'écoute, le corbeau et le renard. À l'école primaire, on nous apprenait la main, elle a 5 doigts. Et tous les 5 doigts ne peuvent pas être au même niveau, mais tous les 5 doigts sont utiles à la société. C'est ce que nous devons apprendre aux Camerounais lorsque nous venons à la télé. Et non dire aux Camerounais que si tu es pauvre aujourd'hui, c'est le président Paul Biya. Le président Paul Biya lui-même était fils de catéchiste. Il était fils de catéchiste, il est devenu président. Donc il est l'exemple même du travail que les gens doivent suivre. C'est ce que nous devons dire aux Camerounais et non venir sur les plateaux dire aux Camerounais que si vous êtes pauvre, c'est parce qu'on a détourné l'argent de la canne. Si vous êtes ceci, c'est parce que les Chinois n'avaient même pas les 2 milliards là. Les Chinois se sont développés par l'effort des Chinois eux-mêmes. Donc moi j'appelle les Camerounais à faire confiance au président Paul Biya et je leur appelle à faire beaucoup d'efforts pour que quotidiennement eux-mêmes puissent d'abord assurer leur quotidien et le gouvernement qui ne ménage aucun effort pour que cela soit fait va les accompagner. Alors monsieur Yedi, puisqu'on enchaîne, on prend la dernière ligne droite de cette émission, il nous reste encore quelques minutes. Votre mot de fin justement sur la question? Oui, en fait... Sur ce sujet, je voulais dire. Oui, justement sur le sujet, il y a eu une prise là tout à l'heure, c'est une omission. En réalité, comme acteur politique, on se réjouit quand même que le professeur Maurice Kamto, qui est un acteur majeur sur la scène, revienne en jeu. Personne n'était fier de ce qui lui arrivait et on ne savait pas comment ça devait s'achever. Donc maintenant qu'il revient sur la scène politique, nous espérons que nous allons continuer à mener chacun le combat à sa manière. Mais nous prenons seulement le peuple camerounais à témoin, c'est lui qui est juge et c'est lui qui sera sanctionné à la fin. Mais le PCN plaide pour que le jeu démocratique soit libre et ouvert et vraiment est contre ces arrestations, est contre ces méthodes d'intimidation parce que ce qui s'est passé en réalité c'est une méthode d'intimidation. Il a tout à l'heure, ce n'était pas pour la simple sécurité du professeur Kamto, mais c'était une méthode d'intimidation parce que ne l'oublions pas, c'est vrai que lui-même a commencé par une intimidation en menaçant que si le président de la République avait le courage de convoquer le corps électoral, il a menacé de faire descendre. Bon, est-ce que c'est ceci qui justifie cela? Nous disons non. Nous sommes pour que les acteurs politiques se déploient librement dans le pays et que seule la population, le peuple soit juge de nos opinions et de nos actions. Voilà ce que je voulais apporter comme précision. On va rapidement lire les quelques messages arrivés via le numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Bonjour, je suis du même avis que celui qui affirme que depuis la venue de Biya au pouvoir, on ne vit qu'un
total, et tout ceci en nous vendant les rêves d'un nouveau monde à l'horizon 2035. Il s'appelle Richard Tamfous, le représentant du MRC. Je m'adresse aux personnes qui parlent mal du MRC. Ceux-là sont des corrompus. Je vais leur poser une question. Alors, je vais leur poser une question. Depuis la venue de la démocratie, est-ce qu'il y a déjà eu un dialogue face à face entre Biya et l'opposition? Je vous repose la question, M. Yenga. Oui, depuis la venue de la démocratie, s'il y a eu un dialogue. Un face-à-face entre le président de la République et un opposant, comme ça se fait lors de l'élection présidentielle aux États-Unis, en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, est-ce que le président de la République a déjà rencontré l'un des opposants, l'opposition même, pour essayer de faire un duel? Est-ce que la Constitution le permet? Est-ce que la Constitution le permet? Est-ce que le Code électoral permet cela? Vous savez, la gestion d'un pays, ce n'est pas la gestion d'une épicerie. Un pays se gère sur la base d'un certain nombre de lois. Le président Paul Biya ne peut pas. Vous savez combien coûte un débat aux États-Unis? Vous voyez le débat que vous voyez à la télé là, vous savez combien ça coûte? Ça coûte des milliards de francs pour mettre sur pied un tel débat. Alors on ne fait pas des trucs à la volée lorsqu'on gouverne un pays. Il faut d'abord inscrire ça dans la Constitution, encadrer ça par un certain nombre de lois avant d'implémenter cela. La gestion d'un État n'est pas une épicerie. C'est ce que les partis d'opposition ne comprennent pas. Voilà, c'est noté. Vous avez répondu à la question du téléspectateur. Alors, bon après-midi à tout le plateau. Je voulais dire merci à monsieur qui est à votre gauche, monsieur Yenga, à votre gauche, madame, que Kamto arrête ce qu'il fait. Que Kamto arrête ce qu'il fait, sinon il sera puni 10 fois. C'est bien ça, je suis d'accord avec vous. C'est le message que vous êtes adressé, monsieur Yenga. S'il vous plaît, demandez aux jeunes étudiants sur votre plateau qu'ils se trompent des diplômes d'agrégation et du grade de l'enseignant. C'est Jean Dupont qui nous envoie le message. Bonjour, dites au RDPciste que le régime en place a tout foiré, peut-être pas la personne qui l'incarne, mais son entourage. Il y a tellement de messages qui arrivent entre temps, mais son entourage. Comment jugez-vous, et de façon positive, un régime qui ne mène aucune action sur les différents défis qui lui incombent, et ne pensez surtout pas que... Et ne pensez, surtout le message n'est pas terminé. Bonjour, dites au RDPciste que le régime bien en place a tout foiré, le message est venu plusieurs fois. Mais le président Biya est le meilleur des présidents dans tout le monde. Le message n'a pas été signé. Bonjour, votre panéliste qui dit que M. Biya n'est pas le malheureux des Camerounais, n'est pas le plus malheureux des Camerounais, qu'il était le fils de catéchiste Jean-Félix Diap à Isika. Je ne comprends pas très bien le message. Bonjour, le PCN ne donne-t-il pas raison au MRC que son représentant nous dise comment il compte continuer le combat politique après leur déculotté, désillusion, l'humiliation à l'élection régionale? C'est Obama-Si depuis Akolininga qui nous envoie le message. S'il vous plaît, identifiez les panélistes. Ça a été fait en début d'émission. Briand et Yenga, le MRC ne doit plus parler politique. C'est un syndicat sans âme. Docteur Patrick Stéphane Bock et Somba signent le message. Alors, d'autres messages, rapidement, on s'achemine vers la fin, il y en a tellement. Bon après-midi, le plateau, très belle émission. Le gouvernement ne fait rien pour aider les Camerounais. L'environnement politique n'est pas propice au développement. L'environnement politique n'est pas propice au développement de l'entrepreneuriat jeune au Cameroun. Il faudrait revoir. La folie de ce gouvernement n'a plus de limites, manque d'inspiration. Avec le RDPC, ce pays n'a plus d'espoir. Le professeur Maurice Kamto est le président dont le Cameroun a besoin. Durant l'ex-CED, oh mon Dieu, si vraiment on appliquait la loi dans ce pays, le RDPC se moque de nous. Combien de lois sont violées par le gouvernement? Si on applique la loi dans notre pays, plusieurs membres du gouvernement seront en prison. C'est Charlie qui signe le message. Alors, le président, ils sont menacés de part et d'autre, autres villes et villages du Cameroun. Le président Biya est le meilleur. Jeanne, depuis 10 ans, nous envoie le message. Bonjour, je me rappelle. Il y en a tellement. Bonjour, je me rappelle, une fois, Biya disait, si Yaoundé respire, le Cameroun vit. Cette affirmation n'est pas digne d'un chef d'État parce qu'en réalité, nos familles sont menacées de part et d'autre dans d'autres villes et villages du Cameroun.
notamment les régions du nord et sud-ouest Cameroun. Alors, Yaoundé respire. Est-ce que le nord-ouest et le sud-ouest respirent? Je vous repose la question, monsieur Yenga. Et parlons justement du nord-ouest et du sud-ouest. Cela nous permet de revenir pour un mot de fin sur la question. Chacun réagit en 3-4 minutes. Il le disait déjà dans son propos. Cette semaine, on a célébré la journée des droits de l'homme. Alors, je commence par vous, monsieur Yédé. Comment contextualiser cette célébration au Cameroun quand on vit des crises sociopolitiques dans le nord-ouest et le sud-ouest Cameroun? On a vu la guerre dans la région de l'Estrénum avec la secte islamique Boko Haram. Des enfants ne vont pas à l'école, des familles sont séparées, il n'y a pas d'éducation, pas d'électricité, pas d'eau, les incarcérations, des déplacés internes, externes. Quelle est l'étude que vous faites des droits de l'homme en 2020 au Cameroun? Les périodes de troubles sont propices aux violations des droits de l'homme. Dans tous les pays du monde entier, chaque fois qu'il y a la guerre, les droits de l'homme sont violés. Et les cas sont légion. Si on revenait sur l'Irak, si on revenait sur la Libye, tout récemment encore, nous avons vu ce qui s'est passé là-bas. Donc, tout ce que nous pouvons faire, c'est de regretter que nous nous soyons retrouvés là où nous sommes aujourd'hui, à décrier tous ces cas de violation des droits de l'homme. Parce qu'il faut le dire, ce qui faisait la fierté de notre pays jusqu'à il y a de cela quelques temps était sa stabilité et sa paix. Et en ce moment-là, les violations des droits de l'homme ne peuvent pas être aussi criardes que ça se passe aujourd'hui. Mais quand on voit des soldats qui sont obligés de tuer, parce qu'ayant passé 3-4 mois au front, c'est assez compliqué. Quand on voit des jeunes gens tirer parce qu'ils estiment qu'à tout moment, tout peut être un danger pour eux, vraiment, c'est difficile. Donc, la situation des droits de l'homme, surtout dans la région du nord-ouest et du sud-ouest, c'est une situation assez délicate parce que même les différentes organisations des droits de l'homme ne parviennent pas à se déployer normalement parce que justement prises en otage par ces groupes de combattants qui en réalité ne répondent qu'à leur instinct et n'en font qu'à leur tête. C'est difficile et ça me permet de parler des enseignants, le sujet qui a commencé ce débat, parce qu'en réalité, voyez-vous, si 1000 personnes refusent de rentrer prendre leurs fonctions, les enseignants ont payé le plus lourd tribut de cette crise anglophone. Ils ont payé le plus lourd tribut. Et j'ai encore en mémoire cette tête de ce jeune enseignant qui a été pendu, qui a été accroché en pleine ville de Bamenda pour dissuader ses collègues à aller à l'école. Donc je pense qu'à ce niveau-là, même le gouvernement n'a pas de solution. La solution, ce n'est pas d'imposer le retour par la force parce qu'ils ont un contrat, non. Mais la solution est dans la recherche du rétablissement de la paix, dans la recherche du rétablissement de la sécurité. Et c'est en ce sens-là que nous pensons que ces élections qui viennent de se tenir et qui vont donner lieu à ce que il y ait la House of Chiefs de ce côté-là, qui sera une plage pour les débats entre les différents responsables régionaux qui pourront directement parler aux populations, qu'on finira par aboutir à une espèce de gentleman agreement, même avec ces sécessionnistes, de telle sorte que même s'ils continuent les revendications, même si les tractations continuent, mais qu'ils puissent au moins s'entendre sur l'essentiel, qui va être par exemple de laisser les enseignants vaquer à leur occupation, tout simplement parce que ces enseignants-là ont une lourde responsabilité qui est celle d'éduquer nos enfants qui sont de ce côté-là. Parce que voyez-vous, qu'est-ce qui va advenir à ces enfants qui ne seront pas allés à l'école dans 10 ans, dans 15 ans? Ça sera une véritable bombe pour notre pays. Et je crois que ces conseillers régionaux qui seront dans cette House of Chiefs pourront avoir les arguments nécessaires pour parler à ces sécessionnistes, pour leur dire, écoutez, vous continuez, il y a la négociation et tout le reste, mais pour l'instant, laissez qu'on éduque nos enfants, parce qu'on aura besoin de tous ces enfants-là demain pour notre pays. Donc, les droits de l'homme vont aller en s'améliorant dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest au fur et à mesure que la situation socio-politique va se décrisper. Ça, c'est mon point de vue. Alors, Richard Tamfo, parlant des droits de l'homme au Cameroun, puisqu'on a célébré cette journée cette semaine,
Est-ce qu'on peut dire finalement que les droits de l'homme sont respectés au Cameroun quand on a vu depuis près de 2 ans déjà la communauté internationale qui accable le Cameroun du non-respect des droits de l'homme, les incarcérations et autres? Alors quel est votre regard sur la question? Est-ce que vous parlez de manipulation ou réellement c'est effectif au Cameroun? Déjà, je joins ma bouche à ce que mon co-panéliste a dit. Je pense qu'il vous a tout dit. Mais je dis, ce qui peut sauver notre pays, c'est cet élan d'arrogance. Vous voyez que en 4 ans que nous sommes en train de vivre une crise, on a un régime RDPC qui ne prêche que par l'arrogance, qui ne pense pas qu'elle peut discuter avec ses adversaires ou bien avec certaines personnes qui ont mal à comprendre avec son système. C'est tout ça qui nous a mis dans ce système de 4 ans de violence, de crise, où on vit en mal les droits de l'homme. On est en train plutôt de toucher le fond, on est en train de dégrader au quotidien parce qu'on a en face un régime qui est arrogant, qui pense qu'elle ne peut pas discuter avec des gens. On a une crise anglophone, elle pense qu'elle ne peut pas discuter avec ses frères et ses sœurs. On a une crise post-électorale, elle pense qu'elle ne peut pas discuter avec ses adversaires politiques. Et quand on a cette posture, on ne peut pas avancer. Vous avez vu le grand dialogue national. On a cru, tout le monde a cru que, bon, puisque ma position elle était connue, d'autres ont pensé que, bon, avec le grand dialogue national, on allait quitter de là et on allait pouvoir vivre dans la paix que nous décrions depuis. Mais on voit qu'au fur et à mesure, on est en train de vivre le calvaire. Et lorsque cette crise continue à perdurer, les droits de l'homme ne peuvent pas s'améliorer. On va toujours continuer à être vu en mal. Mais moi je dis, il faut qu'on essaye de quitter sur notre échelle, de voir les choses, ou bien de voir comment gouverner un pays. On doit pouvoir comprendre que personne n'a le droit de ôter la vie à autrui. Nous sommes tous égaux devant la loi. Et lorsque les hommes sont égaux, ça veut dire que je dois pouvoir respecter les droits de mon adversaire respecte mes droits, et lorsque ça serait fait, nous allons voir comment est-ce que ça soit dans le côté économique, les droits de l'homme seront respectés, social, ça serait respecté, éducation et autres. Et Enga, votre réaction sur, Monsieur Enga, votre réaction sur le sujet des droits de l'homme au Cameroun? Est-ce qu'on peut parler je reviens sur les propos, manipulation de la communauté internationale qui quand même, et les organisations non gouvernementales, depuis 2 ans, accablent le Cameroun des rapports, non-respect des droits de l'homme, incarcération arbitraire, retour à l'éducation, autres problèmes. Est-ce qu'on peut dire que c'est une manipulation où tous ces problèmes décriés par la communauté internationale, les organisations non gouvernementales, sont réellement effectifs au Cameroun? Oui, je voudrais paraphraser le camarade Issa Chiroma Bakari lorsqu'il dit lorsque la menace existentielle du Cameroun commence, il n'y a pas de négociation. C'est-à-dire qu'on ne négocie pas, il n'y a pas de droit de l'homme lorsque le Cameroun est en train d'être attaqué. Il n'y a pas de droits de l'homme à ce niveau. Puisque si vous faites cette erreur de négocier avec les terroristes, vous ne reconnecterez plus le Cameroun en 1 an. Je voudrais donc d'abord le souligner très clairement que si vous pensez qu'on va parler des droits de l'homme lorsqu'on parle de terroristes, cela n'existe pas. La liberté d'expression, les droits de l'homme, ça s'arrête lorsque la menace d'un État commence à s'accentuer. Comme au nord-ouest et au sud-ouest. Ce sont nos frères qui meurent là-bas. Il est donc inadmissible qu'on négocie avec ces sécessionnistes, qu'on négocie avec ces terroristes qui sont en train de tuer nos frères parce que vous allez parler des droits de l'homme. Je voudrais d'abord mettre tout ça de côté pour vous dire, on ne négocie pas, on ne parle pas des droits de l'homme lorsque les gens sont en train de mourir pour cause des terroristes. On ne négocie pas. Maintenant, me poser la question de savoir si les droits de l'homme existent au Cameroun, je vous dirais oui. C'est pour ça que nous sommes assis là, en train de parler. Parce que nous avons le droit de revendiquer. Nous avons le droit de parler lorsque ça ne va pas. Nous avons aussi le droit de dire que ça va. C'est pour ça que nous sommes assis. C'est pour cela que nous sommes assis ici. Parce que les droits de l'homme existent bel et bien au Cameroun. Ne confondez pas. Ne confondez pas les droits de l'homme. Parce que j'ai comme impression que vous pensez à un moment donné que les droits de l'homme signifient que
tu viens, tu tues toute une famille, et puis comme le Cameroun est un pays des droits de l'homme, on te laisse partir. Non. Je vais vous raconter une petite histoire. En Éthiopie, le prix Nobel de la paix, qui est Premier ministre, a dit à Mondo Vision que nous allons écraser. Et ils ont écrasé, vous avez vu à l'Irikri, tout le monde en Éthiopie, je crois c'est à la Tigré. Vous avez vu ce qu'ils ont fait là-bas. Ils ont massacré et c'est fini. Au Cameroun, vous avez vu un tel massacre? Vous n'avez pas vu un tel massacre. Ils ont résolu le problème de Tigré en 3 jours. Il y a eu un véritable massacre. Oui, c'est comme ça qu'un État agit. Il n'y a pas de droit de l'homme lorsque l'État est menacé. Le gouvernement doit assurer la protection des hommes et de leurs biens. Lorsque les terroristes entrent dans un territoire, le gouvernement doit répondre pour que les fils qui vivent dans ce territoire soient à l'aise. Le gouvernement de la République ne ménagerait jamais un effort au nom des droits de l'homme pour ne pas sécuriser les zones anglophones. Le président Paul Biya mettra tout ce qu'il faut en œuvre pour sécuriser la zone anglophone, pour sécuriser nos frères qui sont en train de mourir en zone anglophone. Là, c'est un pan. Mais, s'agissant des droits de l'homme, nous avons nos droits, nous avons nos libertés. C'est pour ça que nous sommes assis ici à LTM. Et je peux déjà profiter de cette question pour dire aux populations du nord-ouest et du sud-ouest de collaborer avec les hommes en tenue qui sont là-bas afin que la paix revienne dans le nord-ouest et le sud-ouest. Voilà, on va rapidement lire quelques messages avant de clôturer cette émission. Bonjour, voler les milliards et dans quel code, dans quelle constitution? C'est Jean-Philippe Diap, ASK, qui nous envoie le message. Rapidement aussi dire les internautes qui ont réagi sur notre page officielle Facebook, puisque l'émission est retransmise en direct sur la page officielle de LTM Télévision officielle sur Facebook. Alors, bonne observation, crise anglophone, commerce politique du MRC, et si cette crise finie, le MRC va faire comment? La question a été posée. On va lire rapidement d'autres messages aussi à arriver. Voilà, j'ai comme l'impression que le représentant du RDPC fait de la presse digitation, voilà, et non le débat. Salut, c'est Gaëtan Fopa. Dans les autres pays, on respecte les droits de l'homme, mais au Cameroun, c'est le contraire. Bonjour le plateau, bonne émission comme d'habitude. Bonjour le plateau, bonne émission. C'est Charlie depuis Yaoundé, Damas. Très belle émission et vraiment beaucoup de courage aux représentants du MRC sur le plateau. Il n'y aura point d'élection au Cameroun, je vous assure. Le fait d'écouter le monsieur du RDPC montre à suffisance qu'ils sont bornés, qu'ils se bornent. Voyage-t-il dans ce pays pour constater à quoi ça ressemble? Nos routes nationales sont toutefois parlées de celles de nos villes. Il faudrait vraiment qu'ils arrêtent et qu'ils se rendent compte des réalités. Bonjour le plateau, bonne émission. Comme d'habitude, j'ai une double préoccupation. Est-ce qu'on peut payer pour être au plateau? À quel titre? Non, on ne peut pas payer du tout. Il faudrait être un représentant d'un parti politique ou de la société civile. C'est Daniel qui nous envoie le message. Bonsoir, madame. Le monsieur du RDPC à Caen. Je ne comprends pas très bien le message. Bonjour, la charismatique Priscille. Monsieur Yenga peut-il argumenter sans faire? Ce message est revenu 2 fois. Le dessin animé Yenga... Non, on ne va pas lire ce message, je suis désolé. Alors, ce monsieur du MSC n'en sait rien de la politique. Je crois que je comprends pas très bien. Il critique sans proposer, voilà, le pouvoir. Il critique sans proposer des solutions. Le pouvoir n'est pas dans la rue. À quoi bon débattre si les autres pensent que l'on doit choisir? On n'appelle pas à ce numéro, je vous en prie. C'est juste pour les messages. À quoi bon débattre si les autres pensent que l'on doit choisir avec qui le faire? Un pays grandit et se développe parce que les gouvernants ont su faire leurs critiques, les propositions, qu'ils viennent de partout et même du plus petit, être qui que ce soit. C'est Billy qui nous envoie le message. Bonjour madame. Franchement, le MSC n'a pas de place à parler de décentralisation. Il n'a aucun élu. Salut aux panélistes. Que le représentant du RDPC c'est de traiter certains partis politiques d'église réveillés, d'église de réveil, et qu'ils sachent que le MSC reste et demeure le parti politique leader d'opposition au Cameroun. Bonjour madame et le panel, je vous prie de bien vouloir demander à monsieur RDPC, monsieur Yenga, à quoi réellement va servir le président
le président des régions, alors que même que les autres gouverneurs tiennent la barque, qu'ils répondent aux questions et cessent de nous casser. Je continue la suite de la lecture des messages. Bonjour Priscille, dites à M. Yenga de changer de logiciel, son application n'a plus d'actualité. Alors bonjour madame, vraiment on est dernier parce qu'il y en a tellement. Bonjour madame, juste pour rappeler à M. Yenga, militant du parti RDPC, qu'on n'a pas organisé une foire, sur le panel en pensant qu'il retourne apprendre de ses mentors politiques tels que le professeur Maurice Kamto. Alors j'ai comme l'impression que le représentant du RDPC fait... c'est le même message qui est revenu, je ne vais pas le lire. Il y en a vraiment tellement. Merci à tous ceux qui ont réagi, tous ceux qui ont interagi dans cette émission. Il faudrait le savoir, pas d'appel, c'est juste des messages. Vous avez aussi la possibilité de laisser vos messages sur notre page officielle Facebook qui vont être lus par les internautes et tous ceux qui y passeront. Ce fut une très belle émission. Merci à vous, monsieur Yédé, d'être présent sur le plateau. J'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver encore, vous les militants du PCN. Merci. Et votre mot de fin finalement, puisqu'on s'achemine vers la clôture de cette émission. Je voudrais tout simplement dire merci à tous nos camarades et à les encourager, tous ceux qui sont dehors pour les installations, parce que vous savez, le PCN a tourné le dos au régional et continue à se déployer sur le terrain. Donc je voudrais rassurer les camarades qu'une fois sortis de ce plateau, on sera ensemble sur le terrain. Merci encore une fois. Voilà, merci. Alors, Richard Kamfou, merci d'avoir été sur ce plateau. C'est un plaisir de vous accueillir, comme tous les autres militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Oui, je suis pour le moment de fin, c'est que les militants du MSC doivent continuer à rester mobilisés, bien que nous traversons un mauvais vent. Et je prends aussi l'opportunité de demander à ce régime toujours répressif à pouvoir libérer tous ses adversaires politiques. Je parle ici de Mamadou Mota, Bibou Nissak, Zambo et autres. Parce que toujours avoir des détenus politiques ou bien avoir déjà vos adversaires dans les prisons, ça ne fait pas bonne image à cette démocratie qu'ils disent construire. Les adversaires politiques doivent librement s'exprimer et nous devons se départager par la population et pas en utilisant des forces de l'ordre ou bien les institutions et les tribunaux. Alors, monsieur Yenga, nous terminons par vous. Merci d'avoir été sur le plateau. C'est moi qui vous remercie. Vous qui avez le maillot jaune de l'indiscipline ce dimanche. C'est moi qui vous remercie. Je remercie aussi les militants du MSC. Vous savez, la petite anecdote, c'est qu'il y a 10 militants à qui on met du crédit pour insulter les militants du RDPC chaque jour. Donc, je remercie les 10 militants du MSC qui passe le temps à envoyer des messages où ils insultent. Vous allez remarquer que sur chaque plateau, ils m'insultent toujours. Et c'est là où je m'évalue. Je sais que je suis en train de faire du bon travail. Bon, maintenant, pour le reste, je dirais que le professeur Maurice Kamto devrait retrouver son habit de sa toge et qu'il comprenne que la politique est une science et qu'il ne fait pas partie de cette science qui rejoint sa science. Et maintenant, je voudrais dire aux Camerounais de continuer à faire confiance au président de la République, son Excellence Paul Biya, dans son immense sagesse. Il est en train de tout faire pour que le pays aille bien. Et rappeler que lorsque le président Paul Biya prend le pouvoir en 82, le Cameroun était sous plusieurs accords de 1960. Et ces accords sont en train d'être libérés et le Cameroun se libère aussi. Et pour chuter, je voudrais dire aux Camerounais que la vraie magie, c'est le travail. Ce n'est pas parce qu'on a détourné 2 milliards de francs qu'on a gâté votre avenir. Il faut travailler, il faut persévérer et vous serez aussi à l'image du président de la République qui n'était que fils de catéchiste. Merci. Alors, nous vous souhaitons aussi d'être à l'image de LTM Télévision puisque les programmes se poursuivent et confiance en notre chaîne de télévision. Rediffusion de cette émission ce soir lorsqu'il sera 21h. Prochain rendez-vous dimanche prochain. L'actualité se poursuit dans le cadre du journal à 19h45 ce dimanche. Allez, je vous laisse en compagnie de votre programme Bantou qui commence dans un instant. Au revoir à tous et bon dimanche.